de la pandémie Covid-19 à l'international. Ce soir, il y a plus de 441 000 cas confirmés dans le monde, dont 82 000 en Chine et 359 000 hors de Chine, 112 000 personnes guéries, 172 pays touchés. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 233 000 cas et plus de 12 700 morts. On note par ailleurs une forte augmentation des cas aux États-Unis, près de 6 000 cas en 24 heures, et c'est désormais le troisième pays le plus touché au monde en termes de nombre de cas. Après la Chine, les pays les plus touchés sont l'Italie, 69 176 cas, les États-Unis donc avec 55 000 cas, l'Espagne 47 000 cas, l'Allemagne 35 000 et l'Iran 27 000. En termes de décès, on approche ce soir les 20 000 décès, un peu plus de 3 000 en Chine et près de 17 000 hors de Chine. Les pays les plus touchés sont l'Italie, 6 820 morts, l'Espagne, 3 433 et l'Iran avec 2 077 décès. Le nombre de décès en Italie est le double de celui observé en Chine et désormais le nombre de décès en Espagne a dépassé celui observé en Chine. En France, nous avons une épidémie d'extension nationale qui est toujours en aggravation rapide. Nous avons, je vous le rappelle, 3 sources d'informations sur l'impact de cette épidémie depuis plusieurs semaines. Première source, les résultats des laboratoires et donc de ces fameux tests PCR de recherche du virus. Deuxième source en place depuis la mise en place du plan blanc dans tous les établissements de santé avec une cellule de crise, la remontée quotidienne des données sur le nombre de personnes admises, sur le nombre de personnes hospitalisées, sur le nombre de personnes en réanimation, sur le nombre de personnes sorties de l'hôpital et sur les décès observés en milieu hospitalier jour après jour. La troisième source d'information est la surveillance en population qui existe depuis des années et qui est activée en permanence l'hiver, notamment pour les épidémies, la grippe en particulier, qui permet de surveiller le nombre de passages aux urgences, l'activité des médecins libéraux, en particulier SOS Médecins, mais aussi les diagnostics qui sont faits par les laboratoires de ville. Première source, donc, les résultats des tests. Aujourd'hui, nous avons 25 233 cas confirmés par test PCR. Deuxième source, les données hospitalières en temps réel, jour après jour. Aujourd'hui, 11 539 personnes sont hospitalisées pour infection Covid. 2 827 cas graves sont hospitalisés en réanimation. C'est un nombre considérable, exceptionnel, dans un temps aussi bref et pour une seule maladie. Il y a des formes graves chez les adultes. Un tiers des patients hospitalisés ont moins de 60 ans et 59% entre 60 et 80 ans. Enfin, une information importante que je donne tous les soirs, 3 900 personnes sont sorties guéries de l'hôpital et le nombre est probablement beaucoup plus important puisque vous notez que plus de la moitié des cas confirmés d'infection Covid est à domicile, en ville et non hospitalisés. Dernière information importante en termes de surveillance hospitalière, 1331 décès ont été notifiés en milieu hospitalier. 86% de ces décès ont plus de 70 ans. Vous le savez, il y a des décès à l'hôpital, il y a des décès en institution, en EHPAD, il y a des décès en ville. Tous ces décès sont systématiquement déclarés en mairie à l'état civil pour être ensuite confirmés, analysés par l'INSEE, mais aussi analysés par Santé publique France. Et donc tous ces décès font l'objet d'une surveillance et d'informations et évidemment seront rendus publics comme toujours. La mortalité en France est rendue publique mois après mois, semaine après semaine, puisque nous avons demandé une surveillance renforcée de la mortalité. Troisième élément d'information, la surveillance en population générale, la surveillance dite syndromique, 3 545 passages aux urgences pour suspicion d'infection coronavirus, 1430 interventions de SOS Médecins au cours de la seule journée d'hier. Et depuis le 9 mars, dans les laboratoires d'analyse médicale qui peuvent faire des tests, 8 723 tests réalisés, dont 2615 positifs. Nous avons une information aussi importante. Vous savez que toutes les régions métropolitaines sont touchées, mais nous avons aussi
les territoires, les départements et les régions d'outre-mer, évidemment, pour lesquelles nous avons beaucoup d'attention. Concernant les outre-mer, nous avons 313 cas confirmés d'infection à coronavirus. 94 cas à La Réunion, 35 cas à Mayotte, 76 cas en Guadeloupe, dont 14 sont hospitalisés, 7 en réanimation et un décès. 13 cas à Saint-Martin, dont 3 hospitalisés, 3 cas à Saint-Barthélemy, 66 cas en Martinique, dont 10 hospitalisés en réanimation, 28 cas en Guyane. Nous comptabilisons donc 31 hospitalisations, 17 en réanimation. Les 8 régions les plus touchées en nombre de cas sont l'Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Hauts-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes donc face à une épidémie de Covid-19 totalement inédite, très sévère et rapide d'extension. Les consignes de confinement sont les mêmes. Restez chez vous pour éviter d'autres décès, pour éviter d'autres cas graves. Face à l'épidémie, 3 lignes de mobilisation sont dressées et chacune a un rôle majeur. Tout d'abord, nous avons en première ligne ceux qui ne comptent pas leurs heures pour soigner nos malades. Tous les professionnels de santé, du secteur public, du secteur hospitalier, du secteur privé, le personnel des établissements, le personnel de ville, les établissements médico-sociaux, les EHPAD, mais aussi le service de santé des armées et les très nombreux volontaires de la réserve sanitaire. En deuxième ligne, face au virus, se tiennent les personnes qui œuvrent tous les jours pour la poursuite de l'activité indispensable à la nation. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de l'eau, ou encore les personnes mobilisées dans la recherche de traitements ou dans la logistique pour les hôpitaux. Je tiens à les remercier de leur dévotion sans faille au service de l'intérêt général et les encourage à travailler bien sûr, mais aussi à réduire leurs contacts au strict minimum en étant très attentifs au respect des gestes barrières et à la fameuse distance d'1 mètre entre les individus en permanence. Enfin, en troisième ligne, demeure le reste de la population, ceux qui télétravaillent, ceux qui sont confinés, pour lesquels c'est un effort, voire même un sacrifice. J'en suis bien conscient. Et pourtant, je voudrais rappeler à quel point cette troisième ligne est absolument primordiale dans la lutte contre l'épidémie. Car en restant chez vous, en évitant de sortir ou en sortant seul, peu de temps et rarement, vous cassez les chaînes de transmission du virus. Et par conséquent, vous empêchez des contaminations et donc des malades, des cas graves, et vous sauvez des vies. Dans cette lutte sans merci contre la pandémie, vos armes, nos armes, sont aujourd'hui plus que jamais le respect strict du confinement, l'application scrupuleuse des gestes barrières, ainsi que le maintien permanent d'une distance minimale d'1 mètre entre nous, entre vous, lors des quelques sorties dérogatoires autorisées. Un confinement réussi est la condition nécessaire et indispensable pour mettre fin à l'épidémie et éviter au maximum la saturation de notre système de santé. Avant le confinement, nous avions de multiples contacts et donc de multiples possibilités de contamination. Depuis le 17 mars, grâce aux mesures prises, le nombre de contacts entre les individus a diminué. Les possibilités de contamination depuis cette date baissent et nous l'espérons devraient faire diminuer à terme le nombre de malades. Cependant, en raison du délai d'incubation de 2 à 14 jours, de nombreuses personnes ont été contaminées avant le confinement, mais ne commencent à être malades que maintenant ou cette semaine. La grande majorité présente des formes bénignes, c'est important de le rappeler, mais d'autres parfois des formes graves, parce qu'il s'agit de personnes âgées, parce qu'il s'agit de personnes fragiles. Cette aggravation peut avoir lieu d'emblée ou plus tardivement, notamment après 1 semaine, avec parfois l'apparition de difficultés à respirer. Et à ce moment-là, il y a une indication, évidemment, si vous avez du mal à respirer, à appeler le 15. La hausse du nombre de malades, notamment les plus graves, nécessite des besoins très importants en lits de réanimation. Notre priorité numéro 1 est donc d'éviter absolument une saturation des services de réanimation dans les régions les plus touchées. Nous prenons toute la mesure de cette urgence, c'est pourquoi nous avons depuis plusieurs semaines, avec les agences régionales de santé, avec les établissements de santé, avec les professionnels, observé une remarquable mobilisation de toutes et tous
pour accroître notre offre de lits, pour passer de 5 000 à 8 000 lits de réanimation, grâce aux efforts des hôpitaux, mais évidemment aussi des cliniques, de l'ensemble du personnel soignant, et avec des approvisionnements en matériel. Car, il faut le rappeler, pour chaque lit de réanimation, nous avons besoin d'un respirateur, d'équipements spécialisés, mais surtout d'une équipe formée et compétente qui passe par des réanimateurs, des internes, des infirmières spécialisées, des aides-soignantes qui bénéficient de solides compétences. Malgré ces efforts, la vague de cas graves est déjà là, notamment dans le Grand Est, où les hôpitaux souffrent, où les soignants souffrent. Afin d'aider au maximum les hôpitaux surchargés, l'État et l'ensemble des acteurs se mobilisent. Un TGV sanitaire va déplacer des malades d'hôpitaux sous tension vers des secteurs moins touchés. L'armée est également mise à contribution grâce à des évacuations aériennes par l'avion médicalisé Morphée et à l'hôpital militaire où s'est rendu le président de la République aujourd'hui à Mulhouse. Je voudrais une nouvelle fois remercier tout le monde ce soir pour ce formidable travail accompli au nom de la solidarité entre les territoires. Je voudrais remercier toutes les équipes, saluer la formidable mobilisation des hôpitaux et cliniques privés qui, aux côtés des structures de première ligne, ont permis d'augmenter significativement les capacités de réanimation sur l'ensemble du territoire. D'autres régions sont en tension, en particulier l'Île-de-France, avec une tension majeure. Les efforts, là aussi, sont considérables depuis des jours pour pouvoir ouvrir encore des centaines de lits de réanimation, après avoir déjà multiplié par 2 les capacités, pour obtenir 1500 lits de réanimation dédiés au Covid-19. Tout le monde est mobilisé, le secteur public, le secteur privé, les hôpitaux d'instruction des armées. 7000 personnes se sont inscrites pour aider, ce sont des équipes soignantes, en Île-de-France et en particulier 2500 infirmières. C'est évidemment très précieux. Merci, bravo à toutes et tous. La lutte contre l'épidémie de coronavirus ne doit pas non plus nous faire oublier les patients atteints d'autres pathologies sévères. Je reste vigilant en tant que directeur général de la santé à l'accès aux soins pour tous et en tout temps. Ceux qui ont besoin d'un suivi spécialisé doivent poursuivre ce suivi. Le récent engouement, parfois irrationnel, autour de certaines molécules, l'hydroxychloroquine ou d'une association antirétrovirale, ne doit pas empêcher les patients habituellement traités par ces médicaments qui en ont besoin, pour eux, ils sont indispensables, d'accéder à leur traitement. L'Agence du médicament est alertée de difficultés d'accès à ces médicaments. Aussi, afin de sécuriser leur accès aux patients qui en bénéficient pour leur traitement chronique et pour des pathologies lourdes, nous avons demandé aux pharmaciens d'officine de délivrer ces médicaments que sur prescription médicale dans leurs indications habituelles. J'en appelle donc à la responsabilité de chaque acteur de la chaîne des soins afin de garantir l'approvisionnement des traitements permettant la prise en charge des patients qui en ont ou en auront vraiment besoin. Et puis, par ailleurs, je le redis, nous ferons tout pour que les multiples essais cliniques en cours, avec des centaines de patients qui bénéficient de traitements expérimentaux, fournissent des résultats au plus vite, négatifs ou positifs, mais en tout cas des résultats rapides dans des conditions de parfaite sécurité. La crise va être longue, les prochains jours vont être particulièrement difficiles, les soignants se battent sans répit, ils sont absolument admirables, ils méritent toute notre admiration et nos hommages quotidiens. Nous aurons des drames individuels, nous aurons des drames collectifs, des familles endeuillées en nombre. Nous devons ensemble faire bloc face à une situation très critique et totalement inédite. Nous devons toutes et tous faire des efforts majeurs dans cette période douloureuse. Je vous remercie. Une question de pharmaceutique. Pourquoi privilégier un TGV sanitaire partant du Grand Est alors que des cliniques privées en déplacent moins loin que le Pays de la Loire ? Alors, c'est une stratégie très claire que nous mettons en place. Il ne faut pas avoir une vision régionale, il faut avoir une vision nationale. L'objectif est que toute personne étant dans une situation grave trouve un lit. Et donc, il faut savoir que compte tenu de la progression de l'épidémie, le besoin en lit est très important. Donc, nous gardons toujours un petit nombre de lits, notamment dans les établissements privés, parce qu'il n'y a pas que le Covid, parce qu'il peut y avoir des accidents, parce qu'il peut y avoir des infarctus, parce qu'il peut y avoir des accidents vasculaires cérébraux. Donc, remplir tous les lits d'une région serait absurde parce qu'on ne pourrait plus prendre une seule urgence sur l'ensemble de la région. Et donc, il y a un travail
remarquable qui est fait entre agences régionales de santé pour répartir la charge, pour proposer aux patients la meilleure solution pour eux. Et donc c'est pourquoi on aide en particulier le Grand Est pour évacuer des patients graves. Évidemment, tous les établissements sont concernés, établissements publics, établissements privés. On aide toutes les régions qui vont être en forte tension dans les prochains jours. J'ai parlé d'Île-de-France, mais on pourrait parler de la Bourgogne-Franche-Comté ou des Hauts-de-France, pour qu'ils puissent garder une capacité minimale de prise en charge de tous les patients et être aidés par l'ensemble des autres équipes, l'ensemble des autres régions, pour prendre en charge au mieux les patients. Une question de l'APM. Anticipe-t-on une hausse des hospitalisations des personnes âgées vivant à domicile, sachant que les professionnels du domicile s'inquiètent de ne pas avoir d'équipement de protection? Quid des équipements de protection pour les professionnels du domicile? Alors nous avons été très attentifs à ce que toutes les personnes qui interviennent en soutien, et notamment à domicile, les services d'aide à domicile en particulier, soient équipés comme les autres. Nous sommes effectivement attentifs à la prise en charge de nos personnes âgées en institution, en EHPAD, mais aussi à domicile. C'est pourquoi, vous le savez, nous avons fait un appel à la solidarité intergénérationnelle. Il faut aller sonner chez vos voisins pour savoir s'ils ont besoin d'aide, en particulier s'ils sont âgés, en particulier s'ils sont fragiles, parce qu'ils peuvent avoir besoin que vous fassiez des courses pour eux ou que vous soyez présents au téléphone pour répondre s'ils ont besoin d'assistance. Donc cette solidarité, elle s'observe déjà dans de très nombreux immeubles où les gens se parlent, où les gens s'appellent, où les gens prennent des nouvelles, où les gens font des courses pour les personnes les plus vulnérables, et c'est une remarquable solidarité. Et donc nous sommes attentifs aussi aux soins. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble des patients ayant des pathologies lourdes à continuer leur suivi. Il faut, lorsqu'on a besoin d'une dialyse, aller à sa séance de dialyse. Il faut, lorsqu'on est insuffisant cardiaque, être suivi si on a un rendez-vous important. Donc tout ça peut se faire à distance quand c'est possible. Tout ça doit être organisé avec son médecin traitant, avec son médecin spécialiste s'il y a un suivi spécialisé. Mais donc nous sommes effectivement attentifs à toutes les personnes fragiles, âgées ou atteintes de pathologies chroniques, pour qu'elles soient prises en charge dans les meilleures conditions. Question d'Hospimédia. Les étudiants infirmiers sont censés laver leur blouse, mais ça serait contraire à la recommandation de l'Union des blanchisseries hospitalières. Va-t-il y avoir une disposition spécifique? Nous sommes très attentifs à l'hygiène hospitalière, donc les étudiants, on le sait, ont accès à des dispositifs soit hospitaliers, soit de ville. Le lavage de blouse en soi ne me pose pas de problème particulier, puisqu'on sait que quand on fait un lavage à température élevée, il n'y a plus de problème de virus. Donc je pense qu'on va être attentif à donner des instructions, notamment aux IFSI, aux écoles infirmières. Mais c'est un sujet qui est redondant depuis longtemps. Elle est tenue en particulier, et l'accès et c'est encore peut-être plus important, l'accès aux équipements de protection. Une question de RFI. Martin Hirsch appelle à la réquisition de personnel soignant. Est-ce envisagé, et si oui, sous quelle modalité? Quels personnels sont concernés? Retraités, étudiants, personnel du privé? Alors c'est ce que je disais sur l'Île-de-France. L'Île-de-France est la région qui est désormais en situation la plus critique, puisque la vague arrive et qu'il y a une très forte tension, une forte demande sur les lits de réanimation. Tous les établissements de santé franciliens sont mobilisés, publics, privés, militaires. L'assistance publique est un gros CHU, et le plus gros CHU de France. Tout le monde est mobilisé à l'assistance publique, donc tout le personnel de l'assistance publique. Nous avons la réserve sanitaire, nous avons la réquisition, et nous avons aussi des volontaires. Et donc la plateforme francilienne de mobilisation a obtenu beaucoup de succès, puisque nous avons plus de 7000 inscrits, plus de 2500 infirmières, et donc les hôpitaux, les établissements de santé peuvent bénéficier de ces personnes qui se déclarent volontaires et qui ont souvent des fortes compétences, infirmières qui ne travaillent plus par exemple, médecins à la retraite, étudiants. Donc tout le monde est sur le pont, et je peux dire que ce soir, l'ensemble des professionnels de santé de France est totalement mobilisé. Une question du quotidien du médecin. Le président de la CAMS a proposé un essai clinique avec du plaquenil sur les médecins libéraux qui seraient volontaires. Qu'en pensez-vous? On est prêt à étudier tous les protocoles qu'on nous propose dans un cadre classique d'essais thérapeutiques, d'essais de ville, d'essais hospitaliers, de proposer des traitements tôt ou des traitements hospitaliers. Tout ça est tout à fait possible. On l'étudie de façon rapide, et je remercie aussi les équipes qui analysent très rapidement les protocoles, mais on est dans un cadre de protocole, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution des personnes qui sont traitées, savoir si elles évoluent bien cliniquement, si elles évoluent bien biologiquement, s'il y a des effets secondaires, et c'est cette sécurité qu'on souhaite apporter à toutes les personnes qui veulent être incluses dans un essai, et nous favorisons évidemment l'acquisition de connaissances scientifiques rapidement pour apporter aux Français des réponses, pour savoir si oui ou non telle ou telle molécule a un impact ou n'en a pas.
Une question de CNews. On nous promet l'arrivée imminente de tests sérologiques prise de sang pour savoir si on a fabriqué des anticorps. Est-on sûr que les anticorps protègent vraiment contre une réinfection et si oui, pendant combien de temps? Qui seraient les premiers à bénéficier de ce test? Alors, nous avons effectivement le début de ces tests sérologiques sur le marché international. Nous avons aussi des équipes françaises qui travaillent sur des sérologies. Je vous rappelle que c'est très différent du test PCR. Dans le test PCR, on vous fait un petit frottis dans le nez pour savoir si on trouve du virus. C'est un espèce de coton-tige et donc on cherche le virus lui-même. Dans un prélèvement pour une sérologie, on vous fait une prise de sang, et les Français ont l'habitude de ce type de prise de sang, pour rechercher des anticorps. Les données scientifiques actuelles montrent que les personnes qui ont eu Covid-19 en Asie ou en Europe développent des anticorps protecteurs. Donc ça veut dire que normalement on a une immunité efficace, qu'on est capable de se protéger contre ce coronavirus. D'ailleurs, il y a peu d'arguments dans la science, dans la littérature scientifique pour montrer qu'on peut faire 2 fois cette infection. Pour l'instant, on n'a aucune preuve. Et donc, on est plutôt sur une immunité protectrice, sur des anticorps qui deviennent protecteurs. Maintenant, la durée de cette protection, comme c'est une infection récente et qu'on n'a pas de recul, personne ne peut savoir combien de temps va durer cette protection. Mais les sérologies arrivent et elles permettront, dans les prochaines semaines, de savoir, d'abord dans des cadres peut-être de recherche, mais en tout cas très rapidement pour la population générale, si oui ou non on a rencontré le virus et si oui ou non on est protégé contre ce virus. Une question de l'usine nouvelle. La DGS veut tripler les tests diagnostiques, mais les biologistes dénoncent des tensions de réactifs et d'écouvillons. Y a-t-il des tensions? Alors, il y a des tensions et nous sommes totalement mobilisés pour que toute la chaîne logistique soit parfaitement accessible. Vous le savez, ça a l'air simple comme ça, mais tous les tests nécessitent des équipements. Il faut un écouvillon pour faire le prélèvement, il faut un tube ensuite pour garder le virus, il faut transporter ce tube jusqu'au laboratoire. Et donc, c'est toute la chaîne que nous sécurisons pour assurer aux Français que nous serons capables de faire des tests en grand nombre. Je vous rappelle qu'au début, nous étions à 1000 tests par jour, nous sommes passés à 5000, 9000. Nous aurons 10 000 tests supplémentaires d'ici 2 ou 3 jours, de nouveau 10 000 tests supplémentaires d'ici la fin de la semaine. Nous serons à entre 25 000 et 30 000 tests quotidiens d'ici une dizaine de jours, donc c'est déjà des capacités très importantes en termes de comparaison internationale. L'idée étant de pouvoir faire le test quand il y a une indication importante, de pouvoir répondre rapidement aux enjeux de recherche du virus, notamment quand il faudra sortir du confinement, où nous aurons besoin de rechercher le virus sur certaines personnes, mais nous aurons aussi ce deuxième outil, l'outil de la sérologie, pour savoir quelle est la part de la population française qui est protégée contre ce virus, et ce sera un élément très important. Une question de la paix. Comment les autorités de santé publique envisagent à tester ceux qui sont décédés dans les EHPAD pour savoir s'ils avaient le virus ou non? Alors c'est une question évidemment très douloureuse. Il y a depuis des années des décès dans les EHPAD, malheureusement, et il y a des infections respiratoires aiguës dans les EHPAD, que ce soit du VRS, des bronchiolites ou de la grippe. Et la stratégie est la même, c'est-à-dire que quand quelques malades arrivent, quand quelques malades surviennent dans un établissement d'accueil, dans un EHPAD, il faut les tester, c'est notre stratégie actuelle, pour savoir si le virus circule. Donc quand il y a 2 ou 3 cas, on teste ces 2 ou 3 premiers cas pour savoir si le virus circule dans l'établissement. Si d'autres malades surviennent, on est assez logique et c'est du bon sens, c'est toujours le virus qui circule, et en particulier en ce moment, nous avons de moins en moins de grippe et de plus en plus de Covid. Et donc ensuite, l'enquête sur les décès est quelque chose de très délicat, puisque c'est assez difficile de proposer soit un test post-mortem, soit une autopsie. Les familles souvent le refusent, mais par contre, il n'y a pas de débat sur l'imputabilité, sur le fait que oui ou non ce décès serait comptabilisé. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat. Dans une période épidémique, les décès, même s'il n'y a pas de test, sont considérés comme liés à l'infection virale, à l'épidémie, et il ne faut pas aller dans ce genre de sujets difficiles pour les familles en particulier qui sont dans le deuil et n'ont pas besoin qu'on rajoute en plus des investigations qui peuvent être particulièrement pénibles. Dernière question, toujours pour la paix, sachant qu'on attend les chiffres de remontée concernant les EHPAD, quelle est l'estimation de la DGS du nombre de personnes avec le virus qui sont décédées dans les EHPAD ou à la maison hors contexte hospitalier? Alors, comme je vous le disais, nous avons ces 3 sites de décès potentiels. Tous les décès en milieu hospitalier sont remontés quotidiennement. Les décès dans les EHPAD, vous les voyez dans la presse, ce sont les établissements qui les signalent. Ils les signalent à leur groupe, quand c'est des groupes privés. Ils les signalent aux autorités de toute façon sanitaires régionales.
Et donc, nous avons un dispositif désormais qui se met en place, qui va être exhaustif dans les tout prochains jours, qui nous permettra d'avoir l'ensemble des établissements. Vous savez qu'il y a énormément d'établissements de différents statuts en France qui signaleront des infections respiratoires, des cas groupés, voire des décès sur l'ensemble du territoire national. Et nous aurons la semaine prochaine ces données précises de décès survenus en institution ou de décès survenus en EHPAD. Et la troisième situation, ce sont des décès survenus en ville, à domicile. Et là encore, tous ces décès convergent, sont forcément déclarés à l'état civil. C'est comme ça que ça se passe depuis des années. Et l'état civil va ensuite fournir ces données à Santé publique France pour les analyses épidémiologiques et à l'INSEE, puisque quand vous allez là aussi travailler avec l'INSEE fournit chaque mois les données de mortalité en France. Il faut du temps pour consolider ces données, il faut du temps pour saisir les données. C'est pourquoi nous avons un tout petit retard à chaque fois sur la situation réelle. Mais nous avons demandé au service de l'état civil de nous déclarer de façon régulière et de façon hebdomadaire les décès par commune, par département, par région, pour qu'on ait une idée vraiment très précise de l'impact de l'épidémie sur la mortalité. Merci beaucoup.